voulez en savoir plus sur l'innovation et son management, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Stratégie Innovation. L'innovation stratégique est probablement la plus déstabilisatrice de toutes. Pourtant, lorsque l'on évoque l'innovation, on pense surtout innovation technologique, notamment innovation de produits. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir les tenants et les aboutissants de cette arme redoutable dont ont été victimes plus d'un leader sur leur marché. Signalons au passage que cette vidéo se situe dans le cadre plus large d'un ensemble de ressources pédagogiques avec un site web, encyclopédie.fr, des chaînes YouTube et Dailymotion et un ensemble de podcasts. Le dialogue que vous allez entendre par la suite a été réalisé avec NotebookLM. Cet outil facilite la synthèse de divers documents et donne un caractère dynamique au discours grâce à l'utilisation d'un dialogue entre deux voix synthétiques, mais réalistes. Je précise toutefois qu'il s'agit d'un podcast qui reste un produit personnel. En effet, l'outil a été alimenté uniquement de présentations PowerPoint, d'extraits d'ouvrages ou d'articles dont je suis l'auteur et de retranscriptions de cours ou de webinaires enregistrés que j'ai animés. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant, l'innovation stratégique. On s'appuie sur pas mal de matières, un chapitre académique, des notes de cours, une présentation. Du solide. Souvent, on voit la stratégie d'entreprise comme une réaction, une adaptation à ce qui se passe autour. Le marché change, hop, on s'ajuste. Mais là, l'innovation stratégique, c'est différent. C'est quand une boîte décide carrément de changer les règles du jeu dans son secteur. Pas juste suivre, mais mener la danse. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'innover pas seulement sur le produit, mais sur la structure même de la concurrence. Le but, c'est de toucher aux fondamentaux, quoi. C'est-à-dire, Créer un tout nouveau modèle d'affaires, par exemple. Ou alors changer ce qui fait qu'on réussit ou pas sur un marché. Les fameux facteurs clés de succès, les FCS. Voire même carrément redessiner les frontières du secteur. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention, la volonté de modeler l'environnement et pas juste de réagir. Et ça, attention, ce n'est pas forcément lié à une grosse techno-révolution. d'accord. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est si c'est puissant, pourquoi on n'en voit pas partout, tout le temps Qu'est-ce qui freine les entreprises? Ah, les freins, ils sont nombreux et souvent, paradoxalement, liés au succès passé. Des chercheurs comme Tid, Besant, Pavit parlent des routines organisationnelles. Des routines? C'est-à-dire les habitudes? Oui, en quelque sorte. Pour être efficace, les entreprises créent des processus, des manières de faire qui marchent bien. C'est normal. Le problème, c'est que ces routines, elles créent ce qu'on appelle la dépendance au sentier. On est tellement habitué à un chemin qu'on a du mal à en imaginer un autre, même si celui-là ne mène plus nulle part. Donc, plus une entreprise est performante dans son modèle actuel, plus elle risque d'être aveugle à d'autres possibilités. C'est exactement ça. Et ça s'ajoute à ce que Hamel et Prahalad appellent le paradigme stratégique. Les dirigeants, ils développent des croyances fortes basées sur ce qui a marché avant. Une sorte de vision du monde de leur secteur. Voilà. Et ce cadre mental, il est rarement remis en question. Du coup, on interprète les nouvelles infos à travers ce filtre. On ne voit pas forcément les petits signaux qui annoncent une rupture. On reste dans le connu. Et ça peut piéger même les plus grands, hein. On a des exemples célèbres, non? Polaroid, par exemple. Ah oui, Polaroid, c'est un cas d'école. Tripsas et Gavetti l'ont bien analysé. Ils étaient pionniers dans le numérique dès les années 80, mais ils sont restés bloqués sur leur vieux modèle économique, vendre des appareils pas trop chers et gagner beaucoup d'argent sur les consommables, les films instantanés. Le modèle rasoir et lame, en quelque sorte. Exactement. Et face au numérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de recréer ça. Des appareils photo numériques avec des petites imprimantes intégrées. Ils cherchaient la qualité photo classique. Ils utilisaient leurs anciens canaux de distribution, la grande distribution, pour des produits qui étaient chers au début. Bref, ils ont vu la technologie, mais ils n'ont pas compris que le modèle d'affaires et les usages allaient complètement changer. Et Xerox? C'est un peu la même chose, non?
avec toutes les inventions incroyables de leur centre de recherche PRC. Tout à fait. Le succès initial de Xerox, c'était la location de gros photocopieurs aux entreprises, facturés à la copie, très rentable pour les gros volumes. Mais ce modèle, super optimisé pour ça, les a rendus complètement aveugles et lents face à l'arrivée des Japonais, comme Canon. Qui arrivaient avec quoi, eux? Avec des petits copieurs, moins chers, plus simples, vendus par des distributeurs et non plus en direct. Et le pire, comme l'ont montré Chesebrough et Rosenblum, c'est que Xerox n'a pas su exploiter cette propre pépite du PRC. L'imprimante laser, l'interface graphique qu'on utilise tous les jours, le réseau Ethernet. Ils ont inventé tout ça? Oui. Mais ils essayaient de forcer ces innovations à rentrer dans leur modèle existant. Des systèmes complexes et chers pour les grandes entreprises. La structure, le modèle économique dominant a en quelque sorte étouffé l'innovation née chez eux. C'est fou, non? Carrément. On voit bien les pièges mentaux économiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des freins plus structurels. Vous parliez d'inertie. Oui, Hannan et Freeman ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a l'inertie interne, la difficulté à bouger les ressources d'un projet à l'autre, les informations qui circulent mal entre départements, les jeux de pouvoir, le poids de l'histoire. On a toujours fait comme ça. Et puis, il y a l'inertie externe. Les lois, les réglementations qui peuvent freiner, le manque d'informations sur ce qui se passe vraiment, le besoin de rester légitime aux yeux des autres acteurs, et même, un truc intéressant, la rationalité collective. Parfois, une action qui semble logique pour une entreprise devient mauvaise si tout le monde la fait en même temps. Bref, changer radicalement, c'est un vrai parcours du combattant. D'accord. Le diagnostic des difficultés est posé. C'est clair. Mais alors, ceux qui réussissent, comment ils font? C'est là que ça devient hyper intéressant. Parlons des succès, des exemples qui marquent. IKEA, vous l'avez mentionné. IKEA, c'est un exemple magnifique de redéfinition des règles. Imaginez dans les années 50, vendre des meubles en kit à monter soi-même? C'était complètement à contre-courant. Personne n'y croyait? Probablement pas. Ils ont appliqué ce qu'on pourrait appeler une stratégie d'épuration. On enlève des éléments coûteux du service traditionnel, la livraison, le montage, pour pouvoir casser les prix. Et ça a complètement changé ce que les clients attendaient. Le design, le prix sont devenus super importants. Peut-être plus que la durabilité à toute épreuve ou le service clé en main. Les fameuses FCS ont été bouleversées. Et dans un autre secteur, l'aérien. Southwest aux États-Unis et puis après, les Ryanair, EasyJet en Europe. Oui, le modèle low cost. Là aussi, rupture totale. Fini les grands aéroports principaux, les hubs, où tout le monde fait escale. Eux, ils ont misé sur des liaisons directes, de point à point. Souvent depuis des aéroports secondaires, moins chers. Et service minimum à bord. Exactement. Vente directe sur Internet, une seule classe, pas de repas gratuits, tout est fait pour réduire les coûts au maximum. Mais le résultat, ce n'est pas juste qu'ils ont pris des parts de marché aux compagnies traditionnelles, ils ont carrément créé un nouveau marché. Ils ont fait voyager des gens qui, avant, ne prenaient pas l'avion ou pas pour ces trajets-là. C'est vrai. Et le Cirque du Soleil, on le cite souvent aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si particulier? Le Cirque du Soleil, c'est l'illustration parfaite des idées de Kim et Mao Borgne, dont on parlera peut-être. Ils ont vraiment réinventé le cirque. D'un côté, ils ont éliminé des choses qui coûtaient cher et qui étaient vues comme classiques mais peut-être vieillissantes, les animaux, les grandes stars de cirque. D'accord. Et de l'autre côté, ils ont ajouté des éléments qui venaient plutôt du théâtre, de la danse, une histoire, une vraie chorégraphie, une musique originale et soignée. Ils ont créé une expérience totalement nouvelle. Et du coup, ils ont attiré un public différent, plus adulte, plus CSP+, prêt à payer un billet bien plus cher que pour un cirque traditionnel. Ils ont trouvé ce qu'on appelle un océan bleu, un espace de marché où, au début, ils étaient seuls. Passionnant. On pourrait aussi penser à American Airlines et leur yield management, l'optimisation des prix grâce à l'informatique qui a quand même révolutionné la rentabilité. Mais tous ces exemples, ce sont de très grosses boîtes. Est-ce que ça veut dire que l'innovation stratégique, c'est réservé aux géants? Une PME dans un secteur banal, elle peut faire ça? Absolument pas réservé aux grands teints. Et l'exemple de Tiberge et Comar, une PME française dans le papier, le prouve. Le papier, a priori, c'est un marché hyper mature, dominé par des mastodontes. Comment exister là-dedans? Bonne question. Eh bien, en changeant les règles. Eux, ils ne se voient pas comme des fabricants de papier, d'ailleurs. Ils sous-traitent la production. Ils se définissent comme des créateurs de papier. Ah oui, ça change la perspective.
Complètement. Ils ont pris les codes du luxe et les ont appliqués à ce produit, le papier. Travaillent sur la matière, la texture, les couleurs, le design. Ils donnent des noms très évocateurs à leur gamme comme Mineralis, Évanescent, Dentelle. Ils visent des clients très spécifiques dans le luxe, la communication haut de gamme. Et ils protègent leur création par la propriété intellectuelle. C'est la preuve qu'on peut innover stratégiquement, même dans un secteur traditionnel, même en étant plus petit, si on repense fondamentalement son métier et sa valeur ajoutée. C'est très inspirant comme exemple. Bon, on a vu que les entreprises établies ont du mal à cause de leur routine, de leur vision du monde. Mais alors, comment on peut faire pour stimuler cette pensée différente? Est-ce qu'il y a des méthodes, des outils pour aider à sortir des sentiers battus? Oui, heureusement, des chercheurs ont planché là-dessus. Kim et Mauborgne, que j'ai mentionné pour le Cirque du Soleil, sont très connus pour leur concept de stratégie océan bleu. Leur idée maîtresse, c'est arrêter de regarder obsédément vos concurrents directs. Il faut regarder où alors? Il faut regarder ailleurs, vers les non-clients actuels. Pourquoi est-ce que ces gens n'achètent pas dans notre secteur? Qu'est-ce qui les bloque? Et il faut regarder aussi les solutions alternatives. Comment les gens répondent-ils aux besoins que notre secteur est censé satisfaire, mais en utilisant des moyens complètement différents? D'accord. Sortir du cadre habituel. Et comment on fait ça concrètement? Il propose une grille d'analyse assez simple, basée sur 4 questions clés par rapport à ce qui se fait habituellement dans le secteur. Quels critères faut-il exclure? Lesquels faut-il atténuer? Lesquels faut-il au contraire renforcer? Et surtout, quels nouveaux critères faut-il créer? Pour trouver où appliquer cette grille, il suggère ensuite 6 pistes de réflexion. L'idée générale, c'est vraiment d'aller explorer au-delà des frontières classiques de son industrie. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces pistes? Bien sûr. Par exemple, explorer les solutions alternatives. NetJets l'a fait en créant la copropriété de jets privés. C'est une alternative à la fois aux lignes régulières en première classe et à l'achat très coûteux d'un jet privé. Ah oui, c'est malin. Ou alors, explorer les différents groupes stratégiques au sein même du secteur. Pensez à Lexus. Toyota a combiné le luxe des marques allemandes avec la fiabilité et le prix raisonnable de Toyota, créant une nouvelle offre. Ou explorer la chaîne des acheteurs. Qui utilise le produit, qui décide, qui paie. Novo Nordisk, fabricant d'insuline, a eu l'idée géniale de cibler directement les patients diabétiques avec des stylos injecteurs très simples à utiliser, alors qu'avant, tout était centré sur le médecin prescripteur. Donc il s'agit vraiment de remettre en question toutes les évidences du secteur finalement. C'est tout à fait ça. On peut aussi jouer sur l'équilibre entre le fonctionnel et l'émotionnel. The Body Shop a ajouté une dimension éthique, naturelle à la cosmétique qui était très axée sur l'émotionnel pur. A l'inverse, Cemex, au Mexique, a ajouté une dimension festive communautaire à l'achat de ciment qui est un produit purement fonctionnel. Ou dernière piste, anticiper et exploiter les grandes tendances. Apple, avec iTunes et l'iPod, a surfé sur la vague du téléchargement numérique, qui était au début illégal, pour proposer une solution légale et pratique. L'idée clé, c'est de briser les cadres mentaux. C'est très clair. J'imagine qu'il y a d'autres approches que celle de l'océan bleu. Oui, bien sûr. Costas Marquides, par exemple, suggère de questionner systématiquement 3 choses. Qui est le client? Quoi lui proposer? Et comment le faire, les processus. Ça peut amener à redéfinir son métier. Starbucks, c'est l'exemple classique. Ils ne vendent pas que du café, ils vendent une expérience. Le fameux troisième lieu. Voilà. Et puis, il y a Gary Hamel et Sike Prahalad qui insistent beaucoup sur le besoin de remettre en cause le moteur de profit, c'est-à-dire le business model lui-même. Eux, ils sont assez radicaux. Ils suggèrent même parfois de créer des crises artificielles pour secouer l'entreprise. Des crises artificielles, c'est-à-dire? Ils citent l'exemple de Boeing qui, à un moment, a fait réaliser en interne une vidéo simulant la propre faillite de Boeing face à Airbus, pour créer un électrochoc, un sentiment d'urgence et forcer tout le monde à réagir avant qu'il ne soit trop tard. C'est, disons, une méthode forte. Oui, c'est assez directif. Bon, on voit que ces stratégies peuvent vraiment tout changer et bouleverser la hiérarchie d'un secteur. Du coup, est-ce que c'est avant tout une arme pour les challengers, pour les nouveaux entrants qui veulent détrôner les leaders établis? C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. Surtout dans le contexte actuel qu'on appelle parfois l'hyper-compétition, où les avantages concurrentiels durent moins longtemps qu'avant. Pour un challenger, l'innovation stratégique, c'est un moyen génial de contourner les points forts des leaders. Comment ça, contourner? Les leaders, ils ont souvent des économies d'échelle, des gros budgets R&D, des réseaux de distribution bien établis. L'innovation stratégique permet de rendre ces avantages moins pertinents, voire de les transformer en faiblesses.
comme dans l'exemple de Xerox face à Canon. Exactement. La force de vente directe de Xerox, qui était un atout formidable, est devenue un coût énorme et un frein face au modèle de distribution de Canon pour les petits copieurs. L'innovation stratégique peut aussi détruire les sources de profit historiques des leaders. Pensez à Kodak. Le numérique a tué leur business hyper rentable des pellicules et du développement photo. C'est vrai. Elle peut aussi permettre de contourner les barrières à l'entrée. Dell, en vendant des PC directement par téléphone puis sur Internet, a évité d'avoir à construire un coûteux réseau de magasins pour concurrencer Compaq ou IBM. Ça met les leaders dans des situations très inconfortables. Face à des dilemmes eurons, faut-il abandonner des compétences clés? Faut-il renoncer à des investissements énormes faits dans le passé, les fameux coûts irrécupérables ou sunk costs qui pèsent lourd psychologiquement et financièrement? C'est très difficile pour eux. Mais est-ce que le leader est toujours la victime désignée? Est-ce qu'il ne peut pas lui aussi utiliser l'innovation stratégique pour renforcer sa position? Si, absolument. C'est peut-être moins fréquent parce que, comme on l'a dit, l'inertie est souvent plus forte chez les leaders. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, ça peut être très efficace. L'étude de Pierre Way sur l'arrivée des cinémas multiplex en France est un excellent exemple. Ah oui, racontez-nous. C'est Pathé, qui était déjà un leader historique de l'exploitation de salles, qui a lancé le mouvement en France, suite d'ailleurs à l'arrivée d'un dirigeant qui venait d'un autre secteur. Et les autres grands, UGC, Gaumont, ont suivi. Et l'impact, ça a été quoi? Il a été multiple. D'abord, ça a eu un effet positif pour tout le secteur. Ça a relancé la fréquentation des salles, qui était en baisse, mais surtout, ça a considérablement renforcé la position des leaders. Comment ça? Le modèle économique a changé. Un multiplex, ça demande des investissements énormes, des coûts fixes très élevés. Ça avantage naturellement les grands groupes qui ont les reins solides. Ensuite, ça a permis de développer plein de revenus annexes. La confiserie, la publicité avant le film, et aussi la fidélisation, avec des innovations comme la carte UGC illimitée, qui est elle-même une innovation de modèle économique. Tout ça, ça a rendu la vie très très dure aux petites salles indépendantes de quartier. Elles n'ont pas pu suivre. Non, pour beaucoup. Et en plus, le pouvoir de négociation des grands exploitants face aux distributeurs de films a augmenté. Et enfin, les barrières à l'entrée dans le secteur ont explosé. Il faut des capitaux énormes pour construire un multiplex. Et les meilleurs emplacements sont déjà pris. Donc, dans ce cas précis, l'innovation stratégique, initiée par un leader, a eu pour effet de consolider la domination des acteurs déjà en place. C'est un contre-exemple très intéressant. Donc finalement, si une innovation stratégique change la structure du secteur, on pourrait penser aux 5 forces de porteurs d'une manière qui favorise les acteurs dominants, ou si elle repose sur des compétences que seuls les leaders possèdent, elle peut tout à fait renforcer leur pouvoir au lieu de le menacer. Exactement. Il n'y a pas de règle absolue qui dit que l'innovation stratégique profite forcément aux challengers. Ça dépend vraiment de la nature de l'innovation et de comment elle interagit avec la structure de l'industrie et les capacités des différents acteurs. C'est passionnant, vraiment. On voit bien que l'innovation stratégique, ce n'est pas juste sortir un produit un peu malin. C'est beaucoup plus profond. C'est une remise en question fondamentale de comment un marché fonctionne, un défi lancé aux idées reçues et parfois, oui, une réécriture complète des règles du jeu. Tout à fait, et ça demande de vaincre cette fameuse inertie qui est considérable. Mais le potentiel de transformation, lui, est immense. Que l'on soit un petit qui essaye de percer ou un leader qui veut non seulement défendre sa place, mais aussi façonner l'avenir de son secteur. Alors, pour terminer notre échange, une dernière pensée à méditer. On a beaucoup insisté sur la difficulté pour les entreprises en place de se défaire de leurs habitudes, de leurs paradigmes. Si on valorise tant la capacité à apprendre, comment une organisation pourrait-elle activement développer la compétence inverse, mais peut-être tout aussi vitale, une capacité à oublier ? Comment est-ce qu'on pourrait cultiver cette aptitude à désapprendre consciemment les recettes qui ont fait le succès d'hier pour pouvoir se renouveler vraiment avant qu'une crise ne vienne nous l'imposer de manière brutale ?